Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Écoutez, on continue le carnaval. Nous sommes rendus à notre partie carnaval numéro 3, où est-ce que j'ai avec moi de fameux invités qui vont venir vous raconter leur histoire de voyage et se présenter sur leur podcast. Donc, je me présente, Lucie Bouchard du podcast Fais voyager ton entreprise que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je vais demander maintenant à mes invités de se présenter. Donc, Milady, si tu veux bien te présenter, nous présenter ton podcast, s'il te plaît. Avec plaisir, Lucie, et merci pour l'invitation dans ce carnaval. Alors Grand moi, je plaisir. suis Milady, donc Milady Augier, et je suis la créatrice du podcast Maman Active, qui est un podcast qui s'adresse à toutes les femmes qui veulent vivre pleinement leurs ambitions maternelles, tout autant que leurs ambitions professionnelles. Donc, mon rôle à moi, c'est de leur apporter finalement un partage d'expérience, un partage de savoir-faire, avec des anecdotes de ce que moi-même j'ai pu vivre, du chemin que j'ai pu parcourir et en même temps mes apprentissages, mes recherches sur ces sujets qui sont prioritairement liés à l'harmonie, vie perso, vie professionnelle. Et je suis donc à la fois une maman active moi-même de 4 garçons. Je suis juriste en immobilier. Je suis également coach pour les mamans actives. Et je suis plein d'autres choses. Il paraît que je suis une slasheuse. Donc Oh! voilà pour moi. Un jour, tu nous expliqueras qu'est-ce qu'une slasheuse. Ça On marche. connaît le podcasting, mais là, le slashing, on ne connaît pas ça. Merci, Mélodie, c'est très gentil. Avec Donc, plaisir. allons maintenant à nous présenter notre homme de la table, Christophe. Si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Christophe Rousseau, je suis le créateur du podcast Leadership Holistique. Le leadership holistique, pour moi, c'est une philosophie de vie. Et ce podcast, en fait, retrace toutes mes différentes expériences et les enseignements que j'en ai tirés tout au long de ma vie, qui m'a amené de passer d'un ingénieur cartésien très carré à un leader, un coach holistique. Donc c'est ce que j'appelle la façon la plus efficace d'assumer ses responsabilités professionnelles tout en conservant une vie riche, équilibrée, épanouie et spirituelle. Donc ça s'adresse aux hommes et aux femmes, directeurs, entrepreneurs, managers, leaders de communauté, consultants, coach, que vous soyez expérimenté ou junior, peu importe. Si vous recherchez un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et votre vie privée, et si vous rêvez d'une vie saine, épanouie, riche, libre de tout stress, une vie emplie de spiritualité, et si vous êtes enfin curieux, toujours en quête de nouvelles connaissances, alors le leadership holistique, ce podcast, est fait pour vous. Donc j'espère que j'aurai la joie de vous retrouver de l'autre côté. En attendant, je passe la parole à mes collègues. Alors moi c'est Audrey Jarnier et j'anime le podcast Monstrueusement Humain. Et ce podcast en fait il parle essentiellement de normopathie. Et la normopathie en fait c'est la tendance à se conformer totalement et sans aucune digression en fait à des normes sociales. Et en fait cette normopathie elle supprime du coup toute tendance à la fantaisie et à l'expression libre de ses désirs ou à sa créativité. Et en fait, elle en vient à réprimer les instincts de l'individu à l'excès. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler dans ce podcast pour démontrer que l'on avait tous une partie hors norme et qu'on ne devait pas être honteux de cette partie, bien au contraire, et que si je permettais d'exposer toutes les particularités de chacun, eh bien peut-être que ça donnerait envie à chacun d'exprimer ce qu'il est. Le but étant pour moi que chaque individu puisse jouer sa note dans ce monde et se retrouve plus heureux, et que si chacun joue sa note, eh bien le monde serait plus paisible. Donc l'idée pour moi c'est on va dire de démolir le mur de la norme en permettant en fait dans ce podcast
bien de parler à partir de moi, de mes ressentis, de mes ressentis peut-être bizarres, de mes postures peut-être pas habituelles, et puis d'interviewer des personnes qui peuvent avoir eu des parcours ou des choix dans la vie complètement hors normes, et de pouvoir inspirer les autres. Et moi, dans mon parcours, je suis une personne qui a travaillé beaucoup dans le milieu de la psychiatrie, dans le milieu de l'accompagnement, dans la relation d'aide, et puis j'ai aussi une partie artistique. Et donc l'idée dans ce podcast, c'est un petit peu de réunir en exprimant différentes voix, des personnages, d'en faire quelque chose parfois de drôle, de décalé, et en même temps de parler d'humanité. Et j'allais oublier le plus important, ce podcast, c'est parce que je suis moi-même une normopathe qui se soigne et que j'ai longtemps souffert en fait, de penser que je n'étais pas adaptée, que en fait j'avais de la valeur que si je correspondais à ce qu'on me demandait dans ce monde, et que j'ai tellement souffert qu'aujourd'hui j'ai décidé en fait de permettre aux autres de vibrer dans leurs notes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance afin qu'elles puissent découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée pour vivre une vie pleinement épanouie à tous les niveaux. Je suis l'hôte du podcast Détox Parents Toxiques, et à travers ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, j'ai plusieurs objectifs. 1. Lever le tabou des parents toxiques. 2. Déclencher des prises de conscience à mes auditrices et auditeurs qui, rendus à l'âge adulte, sont encore sous l'emprise des parents toxiques. 3. Donner des clés pour que ces victimes puissent entamer leur cure de détox en apprenant à poser des limites face aux parents toxiques, à se respecter, à ne plus culpabiliser et à surtout reprendre le contrôle de leur vie. Ouais, merci beaucoup. Vous voyez, j'ai un beau panel de gens qui vont venir nous raconter, en fait, le thème, toujours sur le thème du voyage. Donc, ils vont venir nous faire voyager. Et je réalise que je vous ai présenté le nom de mon podcast, Fais voyager ton entreprise, mais je n'ai pas spécifié à qui ça s'adresse. Ça s'adresse aux entrepreneurs qui sont débordés et qui aimeraient regagner une vie, une liberté pour voyager autant de façon physique que de voyager à l'extérieur de leur entreprise. Et je m'excuse d'avance, comme vous avez pu voir, j'ai malheureusement un accent québécois, hein? Donc, je m'excuse, j'excuse auprès des auditeurs européens. Ça se peut que je vous dise des mots que vous ne comprenez pas et c'est de ma faute. OK? Donc, on règle ça tout de suite. Et ben, voilà, on va on Exactement. voyage au Québec. Écoutez, rapidement, ce que j'avais le goût de partager, moi, aujourd'hui, concernant le voyage, c'est que j'accompagne mes entrepreneurs maintenant en début de formation à venir faire un voyage. On commence la formation en voyage à quelque part, au chaud dans le sud. Pourquoi qu'on fait ça? Écoute, c'est un petit peu, l'explication, elle est simple. Imaginez que vous voulez apprendre une langue secondaire. Donc, que vous voulez apprendre l'espagnol et que vous l'apprenez à raison d'1 heure par semaine. Combien de temps ça va vous prendre pour apprendre la langue? Maintenant, imaginez que vous allez en immersion dans un autre pays et que vous apprenez en immersion cette fameuse langue-là, à quelle vitesse vous allez pouvoir apprendre la langue. Donc, d'amener mes entrepreneurs en voyage avec moi, c'est que je les amène en immersion dès le départ pour leur faire comprendre que c'est possible d'avoir une vie extraordinaire, d'avoir une entreprise et d'avoir une vie équilibrée, même de la vie familiale. Donc, voilà, c'était la petite explication de pourquoi le voyage, formation, immersion est important. Maintenant, à vous, mes collaborateurs, qui est prêt à nous raconter son histoire de voyage? Qui veut nous commencer?
OK, ben, je vais choisir au hasard. Audrey, à ton tour. Alors, moi, je vais commencer par vous dire que c'est le jour où je me suis dit que le voyage, eh bien, souriait aux audacieux. J'ai un fils et il y a quelques années, il avait à peine 16 ans et il, nous dit: «J'ai envie de partir en stop à Paris, uniquement en stop, avec avec un ami d'à peine 18 ans». Et là, pour moi, il y a la madame proprette qui arrive et qui dit: «Non mais c'est pas possible, je peux pas t'autoriser à faire ça, c'est impossible! Qu'est-ce que vont penser les autres? Et s'il t'arrive quelque chose, quelles seront les retombées pour moi, pour ton père? Je ne peux pas». Ça, c'était vraiment la première voix qui est arrivée. Et puis et puis moi, en fait, j'ai senti des papillons dans mon ventre et je me suis dit: «Non mais quand même, il a cette liberté, cet enfant, cette purée de liberté que j'aimerais tant avoir eue et écoutée à son âge». Alors je me vois en train de faire le chemin, dans ma tête et me dire, et de dire aussi à son père, bah, peut-être qu'on peut accepter. Et l'objectif de mon fils et de son ami, c'est donc d'aller à Paris, de faire du stop pour rencontrer David Bail. David Bail, c'est celui qui a créé le parcours, l'art du déplacement en France, qui a aussi, inspiré les Yamakasi. Les Yamakasi, ça signifie en zaïrois, l'homme d'esprit, l'homme fort et voilà, lui, il fait du parcours depuis peu et il veut aller à sa rencontre. Alors, autant vous dire que David Bail, à l'époque, est une star et qu'en fait, il ne vit quasiment plus en France. En tous les cas, il part. Il part avec son ami et ils vont faire des rencontres, en autostop assez géniales, de personnes qui plongent dans leur aventure et qui sont, vraiment ravis de pouvoir le soutenir. Et ils arrivent, tout près de Paris, à Évry, je crois. Et là, ils rencontrent ce que je vais appeler un ange. Une jeune femme, ils sont quand même 2 grands gaillards, une jeune femme qui va les prendre en stop. Elle est prof, elle a 25 ans et elle leur dit: «Écoutez, les garçons, moi, dans un premier temps, je peux vous abriter». Elle va les abriter, elle va, leur laver du linge. Elle va, les accompagner, leur dire: «Vous pouvez laisser, vos bagages si vous voulez aller dans le centre-ville de Paris» et elle va être la première à dire un grand oui. Ils vont, pouvoir, se déplacer jusque sur la ville de David Bail et au moment où ils arrivent sur la place, au pied de l'immeuble de l'enfance de David Bail, là, ils croisent David Bail. Mmh. Ça a été un moment inoubliable pour eux. Ils n'arrivent pas à l'aborder, mais voilà, ils l'aperçoivent, ils sont fous de joie et puis ils auront, à travers ce périple, une blessure et cette même jeune fille les emmènera, à l'hôpital, leur trouvera, une infirmière pour des soins. Ils pourront aller méditer sur les toits de Paris, hem, méditer au coucher du soleil, faire du parcours. Enfin voilà, ça va être un vrai périple. À l'hôpital, l'équipe soignante, les accueille, et les chouchoute parce que, l'équipe est complètement folle de ce duo improbable. Voilà et ils rentreront et ce que j'ai pu me dire moi à ce moment-là, c'est qu'en fait, je n'avais pas qu'une madame proprette et qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y avait un vrai vent de liberté parce que grâce à mon fils, grâce à lui d'avoir osé demander, moi, j'ai pu ouvrir cette porte, j'ai pu sentir en moi que je n'étais pas qu'une normopathe et j'ai pu faire taire ma madame proprette et en fait, à travers mon fils, je crois que c'est la première fois où j'ai été extrêmement fière d'être mère, en me disant: «Voilà, je peux lui permettre»
et je peux dépasser, moi, toutes mes peurs de madame proprette et toute ma norme. Cette peur d'être jugée, d'avoir le regard des grands-parents, nous dire: «Vous êtes inconsciente, mais comment vous avez pu vous permettre ça?» Et grâce à cela, j'ai pu vraiment sentir, en fait, chez moi cet élan et oui, cette part de moi qui avait envie de liberté et qui disait, quelque part, «Fuck à madame proprette». Voilà. Wow! Quelle belle histoire, Audrey! Et quelle liberté nos enfants ont par rapport à nous, hein, notre Ouais. génération. On ne serait jamais permis de faire ça. Avez-vous des questions pour Audrey, la gang? On est Qu'est-ce que ça a déclenché? Ah oui, pardon. J'ai pas levé la main, désolée. vas-y, Mélanie. Est-ce que c'est à partir de là que tu as commencé ton cheminement justement vers la création de Monstrueusement Humain? Alors, non, ce n'est pas à partir de là que j'ai commencé le cheminement pour la création, mais je crois que c'est à partir de là où je me suis dit que j'avais les ressources pour vraiment, ouvrir moi mon chemin, d'étoile de naissance, hein, ce que je livre dans le podcast, c'est-à-dire cette part de moi qui est en fait très, libre et qui a envie, de choses, qui sembleraient pas dans la norme. Parce que c'est vrai que laisser un enfant qui n'a pas 16 ans partir comme ça, voilà, c'est le challenge pour moi de maman parfaite, était, élevé. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces événements qui, oui, m'ont soufflé, voilà, en fait, tu n'es pas que madame proprette, tu es plein d'autres choses Mmh. Ah et tu es super, capable. super. Excellent. Je pense que tu avais une question, Linda? Oui, tout à fait. Justement, j'allais lui demander quel était du coup son premier pas pour elle-même, pour aller vers sa propre liberté. Ah, quel a été mon premier je crois que mon premier pas vers ma propre liberté, c'est quand j'ai dit «oui» pour partir à Paris et faire de l'acting, du voice dialogue acting, du jeu face caméra. Alors que, voilà, je venais de quitter un travail d'entrepreneuriat et que voilà, là, je partais sur Paris, mère de famille, plus d'entreprise et que je disais «oui», pour apprendre à jouer face caméra. Quelle belle histoire! C'est plaisant de voyager avec, les histoires des autres. Bravo, Audrey, c'est Merci. magnifique. Qui est prêt à continuer? OK, ben, je vais choisir encore. Mélodie, à ton tour. Ah, il y a Christophe qui a levé la main, tu Ah, je n'as pas m'excuse, vu j'ai pas vu. Lucie. Christophe, allez, Non, vas-y, mais vas-y. honneur aux dames. Non, non, je me permettrai pas. Mais non, tu es tout seul, donc honneur à toi, cher Non, je suis pas tout seul, je Christophe. suis entouré. C'est Christophe et ses drôles de dames ce soir. Ah oui, ah mais Bien. je t'en prie, Ok, vas-y Christophe, ok. Alors je prends la parole. Merci beaucoup, Milady. Tu tout à je fait t'en digne prie. de ton prénom. Euh, alors moi, je vais raconter une histoire que je n'ai jamais racontée dans aucun de mes podcasts, parce qu'il faut savoir que dans mes podcasts, je raconte ma transformation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je raconte ma transformation d'ingénieur physicien cartésien bien un peu pénible, quoi, en leader holistique ouvert, spirituel, etc. Je fais les gestes en même temps, quand ça, tu vois, ça change tout. Hein. Et en fait, il y a eu il y a eu quelques épisodes marquants dans ma vie que je raconte dans mes podcasts, mais il y a eu un voyage que je n'ai jamais raconté pour le moment. Donc vous aurez la primauté ce soir. C'était il y a 5 ans, donc il n'y a pas très longtemps. Hein. J'étais déjà divorcé, oui, ça fait déjà 5 ans que j'étais divorcé, et je travaillais déjà à l'hôpital, du coup, j'étais chef de service, et on m'a proposé d'aller donner une conférence en Australie, à Brisbane, sur un sujet, je ne veux pas vous parler du sujet parce que c'est super barbant, mais bon, un truc très technique, quoi, un truc d'ingénieur. Et donc, du coup, j'étais invité là-bas pendant un congrès qui durait 3 jours. Et évidemment, j'en ai profité puisque les billets d'avion étaient payés, pour prendre des vacances, n'est-ce pas? Puisque c'était mon rêve, j'étais jamais allé en Australie de ma vie. Donc, j'ai profité de prendre une bonne dizaine de jours de vacances avant le congrès, avant ma présentation, et de me rendre seul sur la côte nord parce que mon rêve, c'était de plonger dans la Grande Barrière de Corail. Parce que moi, je fais de la plongée et j'adore ça. Et la Grande Barrière de Corail, c'était juste le rêve pour moi. Je voulais aller voir Nemo. Donc, du coup, j'organise mon voyage pour partir là-bas seul. Et donc,
ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la première fois. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais jamais seul. Jamais je suis parti seul. Ou si je partais seul, je retrouvais quelqu'un, mais jamais partir seul pour arriver seul. Donc j'avais réservé mon Airbnb, enfin une chambre dans un. C'était pas un hôtel, c'était une maison d'hôte dans une petite ville qui s'appelle Early Beach. Et de là, je pouvais aller en bateau, naviguer dans les îles, ils appellent ça des Whitsundays. Donc c'est des îles magnifiques avec un sable blanc, enfin voilà, le vrai paradis, quoi. Je suis donc parti seul pendant une dizaine de jours. Et ce qu'il faut que je vous dise encore en plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que peut-être ça se voit pas, mais je suis quelqu'un d'introverti, donc moi je vais pas facilement vers les gens. Et partir seul du coup et se retrouver avec à parler avec des inconnus. Alors en anglais c'était pas un problème parce que je parle couramment l'anglais, moins bien l'australien, mais bon ça va, j'ai appris. Et donc je me suis retrouvé seul là-bas à occuper mes journées et essayer de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, bien évidemment. Alors, c'est un endroit vraiment, c'est l'endroit babacool par excellence, où il y a plein de combis Volkswagen avec des jeunes qui se baladent en backpacking. Donc, bon, moi, j'avais pas tout à fait 50, j'avais 49, voilà, mais j'étais quand même pas tout jeune, donc j'étais pas le typique backpacker, mais c'est pas grave. J'ai rencontré plein de jeunes gens, plein de jeunes filles, on a discuté avec des personnes que je connaissais pas, et c'était vraiment la première fois de ma vie que je faisais ça, parce que pour moi, il n'y avait aucun intérêt à discuter avec des gens que je n'allais pas revoir le lendemain. C'était vraiment un concept dans ma vie, quoi. Donc là, c'était vraiment surprenant pour moi. Je me suis organisé des excursions, des excursions bateau. J'ai été faire mes plongées sur la barrière de corail. Donc, je me suis occupé de moi. C'était la première fois de ma vie que je m'occupais juste de moi, en fait. Et donc, ça a été une étape importante dans ma vie parce que je me suis un peu redonné confiance dans le fait que je pouvais voyager seul et que je me débrouillais très bien dans n'importe quel pays. L'Australie, c'est, à part les crocodiles, ça va, hein, c'est pas non plus le pays le plus dangereux. Puis quelques migales quand même aussi, ou grosses araignées et grosses iguanes, là, je sais plus comment on appelle ça. Mais à part ça, les gens sont plutôt civilisés, on va dire, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai pu me prouver à moi-même que je pouvais partir seul, me taper 30 heures d'avion quand même, voilà, tout seul, c'est pas simple. De m'organiser mon voyage tout seul, et ça s'est très bien passé, de m'organiser mes excursions, de passer des bons moments avec des gens que je ne connaissais pas et que je n'allais sûrement jamais revoir le lendemain, ou des soirées. Voilà. En Australie, c'est assez simple, hein. On rentre dans un restaurant à ciel ouvert, il y a un groupe de musique, il y a plein de gens, tu commandes 2 bières et puis tu as plein de copains au bout de 10 minutes, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, quoi. Donc ça a été vraiment ce moment, le rêve total, c'est-à-dire prendre soin de moi, faire des choses que j'aime, moi, sans avoir à demander à qui que ce soit est-ce qu'on est d'accord pour aller faire ci ou ça, de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, de faire des activités pour moi, et en tout égoïsme, mais bien pensé, en fait, tu vois. Et ça fait partie des choses où je me suis dit, ouais, faire des choses pour soi, c'est quand même pas si mal que ça. Parce que passer sa vie à vouloir sauver les gens, puis à toujours prendre soin des autres, mais pas soin de soi, on sait ce que ça donne, hein, pas grand-chose. Un mec qui fait un burn-out, et puis vous connaissez l'histoire, donc je ne peux pas le raconter ce soir. Mais là, pour le coup, j'ai expérimenté par le voyage et le dépaysement, parce que pour le coup, c'était vraiment magnifique. Des moments et de solitude, mais aussi de convivialité avec des inconnus, et des moments de découverte et d'activité que moi j'aime. C'est la découverte, l'aventure et la plongée sous-marine, quoi. Donc voilà ma petite aventure. Ben wow! Et je me poserais la question, Christophe, est-ce que ça t'a donné le goût de recommencer ce genre de voyage-là? Ah bah oui, pas qu'un peu. Je suis parti tout seul l'an dernier, mais pour retrouver des gens, dont une certaine Lucie d'ailleurs, au Mexique. Oui. Mais je suis parti avec aucune crainte, même si je retrouvais des gens que je ne connaissais pas en physique, hein, parce qu'on ne s'était jamais rencontrés. Ouais. Mais j'ai eu aucune peur de partir au Mexique, bien au contraire. Et puis je le fais volontiers maintenant, souvent. Alors, je ne suis pas obligé de partir très loin, mais je peux partir un week-end seul, juste pour me faire mon petit truc à moi. Je me fais mon aventure à moi. Et les gens me trouvent très bizarre. Même mes parents me disent, mais pourquoi tu pars tout seul? Ça va pas? T'es sûr que tu vas pas faire une dépression? Non, ça va bien. Au contraire, je pars avec moi-même. Je vais très bien.
Ouais, c'est ça. Et Mmh. ça fait tellement de bien. Écoute, moi, j'ai commencé ça, là, bien des années, puis j'appelais ça mes semaines de sauvage. Tu sais, une Mmh. semaine où est-ce que tu as juste pas besoin de parler à personne. Mmh. C'est Exactement. comme ça fait Tu du pas bien. obligé si tu pas envie. Oui, c'est ça. Et puis si tu as Tu envie, avec tu parles avec les toi-même, gens. Oui, avec ton âme. Rendez-vous avec ton âme. On va appeler ça comme Mmh. ça. Merci Christophe, merci d'avoir avec partagé, c'est plaisir. super gentil. Donc Milady, c'est à ton tour, là. Allez, c'est parti! Alors moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon histoire de voyage parce que j'ai toujours eu la sensation que ma vie tout entière est un voyage permanent. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu mon premier passeport, j'avais 3 ans et donc je me suis dit: «Mais quelle histoire de voyage je vais raconter au carnaval?» Et vous savez quoi? Je pense que la plus grande histoire de voyage que j'ai à partager, c'est mon voyage intérieur. C'est pas un voyage dans un avion, en tout cas pas un avion classique. C'était après ça a été lié à un voyage dans un avion, je vous raconte. Il y a de cela 11 ans maintenant, nous avons décidé de tout quitter et de tout recommencer à zéro avec 2 petits bouts. Nos 2 premiers qui étaient encore très petits et nous sommes revenus nous installer en France. Nous vivions à Libreville, au Gabon. C'est là où j'ai eu, mes 2 premiers garçons et à cause de la situation politique qui était très instable à l'époque, nous avons dû prendre cette décision-là pour le bien-être de nos enfants et pour notre avenir aussi, familial. Et pour moi, ça a été un gros déchirement parce que le Gabon, c'est chez moi. J'y ai toute ma famille et donc j'ai dû tout laisser derrière moi pour ne me «contenter» entre guillemets que de la famille que j'avais créée, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. Et j'avais jamais vécu comme ça de ma vie parce que je on a toujours vécu très entourés. Je suis d'une très grande famille et j'avais très, très peur de cette nouvelle vie qui m'attendait. Et on est arrivé ici et là, ça a été un tsunami, mais vraiment. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis revenue en France?» Parce que je connaissais la France comme une petite fille, où j'ai vécu une enfance magnifique, de toute petite jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis repartie à Libreville. Ma vie, c'était un va-et-vient, en fait, entre Libreville et Toulouse, précisément, dans le sud de la France. Sauf que là, revenir en tant que maman, femme mariée, eh ben, c'était pas aussi drôle du tout. Parce que j'avais pas de famille, j'avais personne et je ne connaissais plus personne. Comme j'ai fait des études assez internationales, tous mes amis pendant mes études étaient dans le monde entier et là, il fallait tout reconstruire, en fait. Et là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était trop pour moi, ce voyage-là et que j'avais besoin d'un autre voyage et c'est ça que j'ai appelé le voyage intérieur. Parce que j'étais en colère, j'étais déçue de mon choix, j'étais dans la culpabilité en permanence parce que figurez-vous que mon premier fils, qui à l'époque avait 3 ans et demi, a pleuré pendant 1 an, Mmh. tous les soirs, en réclamant de rentrer dans sa maison jaune, la maison qu'on avait à Libreville. Et là, en tant que maman, clairement, la culpabilité m'a envahie. Je me suis demandé si on avait fait le bon choix. Je me suis dit peut-être qu'il valait mieux rester dans un pays instable politiquement, mais où on était heureux. Je me suis dit que peut-être que j'en avais trop imposé à mes bébés. Même mon mari n'était pas spécialement épanoui, pourtant il était rentré chez lui, parce que mon mari est d'ici et donc c'était un peu un tsunami familial et c'est de là que j'ai commencé à prendre le temps de me retrouver avec moi-même et de voyager à l'intérieur de moi pour comprendre comment reconstruire ma vie, pour reconstruire ma vie aussi avec les autres. Et c'est là où j'ai réalisé que tout commençait par moi et que tout se passait à l'intérieur de moi. Et que si je me sentais ainsi, si j'avais l'impression d'avoir tout échoué, et si c'était le chaos selon moi, hein, c'est parce qu'en fait, c'était le chaos d'abord à l'intérieur de moi. Et là, j'ai commencé un cheminement et j'ai découvert un univers que vraiment je ne connaissais pas à ce point puissant. J'ai toujours été quelqu'un de très curieuse. D'ailleurs, ma maman, elle m'en voulait beaucoup quand j'étais petite. Elle me disait que j'étais beaucoup trop curieuse et j'ai découvert à ce moment-là de ma vie que ma curiosité était mon super pouvoir. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire ce voyage intérieur.
c'est grâce à elle que j'ai pu trouver des réponses pour avancer un pas après l'autre et reconstruire une vie encore plus belle que celle qu'on avait à Libreville. Et ce voyage-là est passé par beaucoup de questionnements. Ce voyage-là est passé par se regarder en face dans un miroir. Ce voyage-là est passé par arrêter d'accuser les événements extérieurs à soi d'être à la source de son propre malheur. Et petit à petit, année après année, j'ai fini par reconstruire une harmonie de vie. J'ai fini par être à nouveau capable de faire des choix en conscience, des choix qui m'ont permis de finalement pouvoir répondre également aux besoins de mes enfants, aux besoins de mon mari, de pouvoir recréer aussi une stabilité parce que pendant quelques années, je me sentais en permanence comme un équilibriste, vous savez, ou un funambule, voilà, un funambule, vous savez, sur le fil où le moindre pas de travers, vous avez peur de tomber dans le vide. Et, et ça, je pense que c'est mon plus beau voyage. Et c'est un voyage que j'aime beaucoup parce qu'il ne s'arrête jamais. J'aime dire souvent aux mamans actives dans mon podcast, ou même à celles que j'accompagne et celles qui sont dans mon groupe privé Facebook, j'aime leur dire que je suis dans l'amélioration continue de moi-même. Parce que le jour où j'ai découvert que j'avais le pouvoir de transformer ma vie, même dans les moments les plus difficiles, le jour où j'ai découvert que tout était en moi et que quel que soit l'environnement extérieur, quelles que soient les circonstances, parce qu'à l'époque, j'ai été au chômage pendant longtemps, je n'ai pas réussi à retrouver un travail longtemps, donc imaginez-vous, quand vous n'arrivez pas à remplir le frigo, c'est compliqué. Donc, ce voyage-là, c'est celui que je vous partage aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte que la vie, c'est ça aussi. La vie, c'est des hauts, la vie, c'est des bas, mais c'est ça qui fait la beauté de la vie. Je me suis rendu compte que, certes, parfois, c'est pas facile, mais c'est toujours possible. Donc, c'est ça mon plus beau voyage. Wow, merci Milady. Et on sent, et si je te posais la question, si tu avais à refaire le même choix, est-ce que tu le referais? Je ferais exactement le même choix, vraiment. Wow. J'ai zéro regret, juste une grande fierté d'avoir fait ce choix-là et d'avoir fait ce chemin-là. Et c'est ce que je partage aujourd'hui et j'espère que ça peut aider le maximum de femmes qui passeraient par des étapes similaires. Ben, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est super gentil. Linda, est-ce qu'on est prête? Ah, Oups. complètement. Et puis en plus, mon voyage va rejoindre un petit peu celui de Milady. Donc l'enchaînement est super. Alors, mon premier voyage, ouais, c'est ça, il n'y a pas de hasard. Et là, vraiment, mon premier voyage, je vais parler d'un voyage en famille qui nous tenait à cœur parce que c'était vraiment la concrétisation d'un rêve. Mais ce rêve, il était très mal barré au départ. En fait, pour commencer peut-être à spoiler un petit bout, ce sont vraiment mes fausses couches qui m'ont donné le courage et qui m'ont donné la carte pour trouver le chemin qui menait à ce rêve. En fait, avec mon mari, souvent on se disait, il y a quelques années, on se disait, on n'a pas assez d'argent pour voyager avec les enfants, on aimerait bien. On voyait tous nos amis partir à chaque fois en vacances, chaque vacances ils partaient, on voyait notre famille pareil, et puis on se disait, nous, on ne peut pas se permettre ça. Et ça nous embêtait beaucoup. Et c'était une sorte de petite frustration qu'on avait, mais on se disait, au moins nous on s'aime et on est tous en bonne santé, c'est génial, on est là les uns pour les autres. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour nous et on était vraiment reconnaissants de pouvoir vivre ça. Mais on regardait souvent les émissions de personnes qui voyageaient, qui s'expatriaient, qui entamaient des aventures diverses et variées, comme des tours du monde, etc. Et puis on se disait, on aimerait bien vivre ça quand même. Alors, on en parlait, mais sans plus. Et puis, un jour, on a voulu agrandir la famille et j'avais déjà 2 enfants à l'époque. Et puis là, j'ai commencé à enchaîner les fausses couches, les premières. Et en fait, ça a été comme un tsunami vraiment dans ma vie. Et je me suis dit, OK, en fait, j'ai déjà osé des changements dans ma vie, des changements importants. Et j'ai déjà vécu des choses douloureuses et je pensais, curieusement, que j'étais vaccinée, que ce genre de choses n'arrivait qu'aux autres. Et là, en fait, je me prends ça en pleine figure, je dis, OK, là, j'ai le choix, en fait. Soit je continue d'avoir des rêves que je ne réalise jamais, en me disant, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela.
Ou soit je me dis, écoute, tu viens de porter la mort pendant 3 semaines et tu t'en es relevé. Tu as un putain de super pouvoir. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de tout faire en fait. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Eh bien, rien. Donc, tu as le choix. Soit tu continues de te cacher, de te dire, j'ai pas de sous, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, et tu continues de pas vivre la vie que tu veux, puis de continuer d'accumuler des emmerdes parce que elles vont pas t'épargner pour autant, parce que tu es quelqu'un de sage et de raisonnable. Ou alors, tu laisses libre cours à la folie qu'il y a dans ta tête, la folie qu'il y a dans tes écrits, parce que j'étais auteur jeunesse à l'époque, et tu vis ta vraie vie selon tes règles à toi, puisque ces fausses couches avaient contribué à changer ma personnalité, puisqu'on devient quelqu'un d'autre littéralement. Il y a la personne qu'on était avant, la personne qu'on devient après. Et j'ai commencé à donner rendez-vous à mon mari. Donc, ça a commencé comme ça. On se redonnait rendez-vous, on se faisait tout beau, comme si c'était quelqu'un que je rencontrais pour la première fois, que je voulais séduire. Et la règle, c'était simple. On n'avait que 30 à 45 minutes ensemble, mais 30 à 45 minutes de qualité. On ne parlait que de nos rêves, des choses qu'on voulait réaliser ensemble en tant que couple. Pas des enfants, pas des difficultés, pas du boulot, que de nous et de nos rêves. Ça a commencé comme ça a été l'air de rien. Et puis on s'est dit, si on n'avait pas de problème d'argent, comment est-ce qu'on fonctionnerait? Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à agencer nos rêves. On s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est se créer des souvenirs en famille. C'était vraiment ça qui nous plaisait, se créer des souvenirs en famille. Mais un autre problème c'est manifesté. C'est que moi, je voulais les créer à la mer et mon mari voulait les créer à la montagne. Je sais ce que tout le monde se dit, ton mari, il est contrariant. Et vous avez raison. Mais ce n'est pas grave. On a commencé à se mettre d'accord. Je m'insurge. Je suis pas d'accord avec toi. Non, en fait, il est adorable, mais ça nous a fait nous prendre conscience que c'est important pour nous de nous aérer l'esprit. On s'est dit, on voudrait pouvoir partir, même si c'est le week-end, même si c'est les vacances, partir tout le temps. Mais on n'est pas riche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ça nous a amené sur la piste du camping-car. Parce qu'on s'est dit qu'avec un camping-car, on pourrait partir tout le temps, en fait. Quand on veut, on pourrait aller où on veut, on pourrait même faire le tour du monde si on le souhaite. En fait, on s'offrait la liberté. Et en fait, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fini par sauter le pas pour ce camping-car. Et on a pu entreprendre notre premier voyage. Alors, ce premier voyage, il était magique parce que déjà, toute la famille l'attendait avec impatience. On est vraiment tombé en amour de ce camping-car. Alors, je précise, on n'en avait jamais fait. C'était vraiment une découverte totale. On dit, on s'en fout, on l'achète, ça ne nous plaît pas, on le revend, on est assez jeune. Là, c'était la folie. On avait vécu 2 fausses couches. On s'est dit, on a survécu à ça, on peut survivre à l'achat d'un camping-car. Donc, on s'est embarqué et puis on a établi des règles, mais par rapport aux rêves qu'on avait. Donc, par exemple, pas d'écran dans le camping-car. Et surtout, l'envie de s'émerveiller de tout. Et donc là, avec nos enfants, alors à ce moment-là, j'avais déjà un premier bébé arc-en-ciel, donc on était 3 enfants. Enfin, j'avais 3 enfants à ce moment-là. Et on s'est dit, voilà, on va partir. Mais on s'émerveille de tout. Et donc, on a commencé à s'arrêter quand on voulait s'arrêter. Il y avait, je ne sais pas, un vendeur de fruits et légumes sur la route. Et bien, on s'arrêtait pour discuter, pour goûter les fruits. Un point de vue qui nous plaisait. On s'arrêtait, on regardait, on admirait le paysage, on se trouvait chanceux d'être là, on prenait des photos. Chose que lorsqu'on voyage en voiture, on ne faisait pas du tout. Hein. Le principe de la voiture, c'est on a une destination, on y va direct. Avec le camping-car, ce qui compte, ce n'est pas la destination, vraiment, c'est le voyage et le fait d'être tous ensemble. Et je me souviens, lors de ce premier voyage, il y avait un panneau qui indiquait la naissance de la Seine. Et nous, on vit près de Versailles, en région parisienne, et pour nous, la Seine, c'est Paris. C'est cette grande étendue d'eau à Paris, que bien sûr, qui est immense, qu'on ne peut pas atteindre. Et puis là, on arrive en dessous de Dijon, et puis on voit la naissance de la Seine. Alors déjà, première curiosité, on se dit, qu'est-ce que la Seine vient faire ici concrètement? Elle n'est pas censée être là, mais on va aller voir. Et en fait, on est arrivé dans un lieu magnifique, et avec une statue d'une nymphe qui indiquait vraiment la naissance de la Seine. On voyait la Seine qui débutait, c'était un bébé, un tout petit cours d'eau. Et là, mes enfants ont écarté les pieds, se sont mis de part et d'autre de la Seine. Et à ce moment-là, dans leurs yeux, toute la magie, maman, on enjambe la Seine. On est capable de faire ça. C'est-à-dire, pour mes enfants, ils vivaient un moment vraiment magique, mémorable. Et encore aujourd'hui, c'est leur plus beau souvenir. Que ce soit la petite qui avait 3 ans et demi à l'époque, ou ma grande qui devait avoir 9 ans ou 10 ans à l'époque, c'était le même émerveillement parce qu'ils étaient en train de réaliser quelque chose qui est normalement impossible. Ils étaient en train d'enjamber la Seine. Et bien sûr, durant ce voyage, on a vécu des tas de choses extraordinaires. On a crapahuté, on a fait de la randonnée, on a mangé des glaces, on a vécu vraiment tout ce temps on avait mûri ce projet avec mon mari. On s'était dit, on veut de la liberté, on veut des rires, on veut des souvenirs, on veut ci, on veut ça. Et ben on a pu le créer. Et on s'est dit, c'est l'une des meilleures décisions qu'on a prises de notre vie. Et donc, en fait, ce premier voyage, nous a permis de mûrir.
nous a permis vraiment de mieux nous connaître et nous a permis de voir qu'il était possible de réaliser les rêves et que dans les rêves, il y avait plein de magie, plein de petits rêves qui étaient encore plus beaux que le premier. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est devenu quelque chose de très, très important. Et c'est ce que j'essaye d'apporter, en fait, que ce soit à travers le podcast, montrer aux personnes peut-être qui sont aujourd'hui dans la souffrance que ce qu'elles vivent aujourd'hui, qui est très douloureux, qui semble insurmontable, peut-être peut être le premier pas vers quelque chose de très, très beau, même si aujourd'hui, ces personnes-là ne le voient pas. Et donc, voilà, pour moi, c'est important de mettre de la fertilité dans sa vie et pas que dans son corps. Et c'est ce que j'espère faire par ma vie, en tout cas, et parce que je crée. Mais là, la question, Linda, Oui. est-ce que vous faites encore du camping-car? Ah, ben, à fond. Elle fait partie de la famille. Et ça fait combien d'années maintenant? Ça fait depuis 2020, ça va presque faire 3 ans là. OK, ben On l'a bravo. acheté en 2019, je crois, on l'a reçu en 2020, juste avant le Covid, on était bien inspirés. Oui, c'est ça. Vous allez avoir encore plein de belles années pour en profiter, de vous créer des beaux moments. Et c'est oui. si important de vivre le moment présent et de se créer des beaux moments. Merci. Oui. Merci d'avoir partagé. Nadia, c'est ton tour. Comme quoi, hein, pas besoin de voyager super loin pour vivre des aventures de dingue. Hein. Non? Justement, quand tu t'as proposé la thématique du voyage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Parce que bon, j'ai voyagé, il n'y a pas de problème, etc. Mais en lien avec les parents toxiques, je ne voyais pas trop. Merci, Milady, tu m'as bien aidée. Donc voilà, le voyage que je vais vous partager, hein, c'est pas forcément le plus glamour ni exotique, hein, puisque je suis restée en France, mais comme quoi tout est possible. Donc en fait, j'ai quitté Paris pour le sud de la France, mais en fait, ce voyage a été de loin le voyage qui a été vraiment le plus salvateur pour ma vie, clairement pour ma destinée, pour tout. Pourquoi salvateur? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est dans cette ville que je peux littéralement dire, en fait, que je suis née de nouveau à tous les niveaux. Ça, c'est sûr et certain. C'est d'abord ce voyage, en fait, qui m'a permis de prendre conscience déjà de la toxicité de mes parents. C'est aussi ce voyage qui m'a permis, en fait, de me séparer d'eux et de complètement m'émanciper parce qu'en fait, quel que soit en fait son âge, lorsqu'on est sous l'emprise des parents toxiques, on n'est pas totalement libre. Donc en apparence, on est adulte, il n'y a pas de problème, mais psychologiquement, il y a comme un décalage dans la mesure où il y a toujours cette part d'enfant blessé qui s'exprime et qui soupire en fait après le parent attentionné qu'il n'a jamais eu. Donc ce voyage que j'ai effectué justement pour poursuivre en fait d'autres études supérieures, donc de sociologie qui me servent énormément aujourd'hui en tant que coach, études qui ont été super combattues parce que mon père ne voulait absolument pas que je fasse... En fait, j'ai fait des études de droit à la Sorbonne, j'ai travaillé, ensuite j'ai voulu faire les études de sociologie. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec des études de sociologie? Ça ne sert à rien, etc. Non, reste à Paris. Il y a des facs de sociologie, pourquoi tu veux aller à Toulouse? Mais moi, il y avait vraiment un programme qui me plaisait, qui était fait qu'à Toulouse. Et donc, c'est ce programme que je voulais suivre. Donc, c'est plus tard que j'ai compris pourquoi, en fait, il combattait, en fait, mon départ pour Toulouse. Parce qu'il voulait vraiment continuer à m'avoir, en fait, à ce que je sois sous son emprise, quoi. Donc voilà, donc c'est grâce à ces études que j'ai pu partir de Paris. Et à Toulouse, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le temps pour moi. Quand j'ai terminé mes études, etc., j'ai pris le temps pour moi parce que je sentais qu'il fallait que je me recentre sur moi et que je fasse ce travail d'introspection. Donc, c'est au cours de ce travail d'introspection que je me suis intéressée à la destinée. En fait, je me suis toujours intéressée à la destinée en général. Moi, j'étais tout le temps... je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait une émission qui s'appelait... je sais plus comment ça s'appelait. Bon, c'était en lien avec... c'était Destin, la nuit des... bon, je sais plus. Un truc avec le destin. Et moi, j'étais fascinée, etc. Et donc... pendant que j'étais à Toulouse, je me suis
vraiment, pour la première fois, poser sérieusement la question: «Nadia, quelle est ta destinée?» J'ai voulu prendre ce temps pour la première fois et en fait, j'ai demandé à Dieu, parce que je suis, chrétienne, protestante, donc quelle était ma destinée? Dieu, quelle est ma destinée? Dans quel but, en fait, tu m'as créée? Et en fait, au bout de quelques mois, après des prières et pas mal d'introspection, j'ai eu ma réponse. Donc c'était le 30 octobre, 2015, j'étais en train de dormir et tout d'un coup, bah, je dors et à 5 heures du matin, paf, j'entends une voix: «Coach». Et là, tu as carrément en fait, tu as toute ma vie qui a commencé à défiler. J'ai dit: «Mais oui, c'est évident, mais bien sûr que mais oui!» Et je me rappelle, en fait, toutes les choses que je faisais, même, dès la primaire, collège où j'encourageais les gens et cetera. Enfin, je me disais: «Mais oui, c'est ça» et bien sûr et donc c'est à travers ça, c'est grâce à cette introspection, cette mise à part, en fait, que j'ai pu découvrir ma destinée en tant que coach, que j'ai pu, aussi, me détacher de mes parents. En fait, tout ce cheminement, toutes ces révélations, n'auraient clairement pas été possibles si j'avais continué à entretenir cette relation toxique que j'avais avec mes parents. Donc m'éloigner, en fait, géographiquement de mes parents m'a permis, en fait, de déployer véritablement mes ailes vers ma liberté et voilà, c'est tout ça qui fait que, bah, voilà, que ce podcast entre autres, Détox Parents Toxiques aussi, bah, est sorti. Je serais restée à Paris, dans la même ville que mes parents, est-ce que j'aurais eu cette audace? Je pense que oui, parce que je suis quand même assez audacieuse, mais ça aurait pris plus de temps, je pense. Voilà, Oui, des fois, il faut s'éloigner pour, s'éloigner de l'arbre pour voir la forêt. Donc c'est ça, c'est un peu ça qui t'est arrivé et c'est ça. aujourd'hui, ce qui t'amène à faire, ce que tu fais. Mmh. Écoutez, waouh! Quel, beau voyage vous venez de nous faire, parcourir. Merci. Merci de vos échanges. J'aurais le goût, qu'on fasse rapidement, tour de table. Où est-ce qu'on peut retrouver vos podcasts et quel est le nom de vos podcasts? Donc, si on va faire l'inverse, on va commencer par toi, Nadia. Ah oui, pardon. Alors, bah, on peut retrouver mon podcast Détox Parents Toxiques, sur mon site, de podcast, www.detoxparenttoxiques tout attaché, parenttoxiques au pluriel.com. Donc www.detoxparenttoxiques.com. Excellent, merci. Linda? Alors, on peut retrouver toutes les plateformes d'écoute, pardon. Donc, allez sur votre plateforme d'écoute préférée. Normalement, j'y suis. Également sur YouTube et puis bientôt sur deuilpérinatal.com. Excellent, merci. Audrey? Toutes les plateformes d'écoute et il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Monstrueusement Humain, le podcast. Merveilleux. Mireille? Pareil, tout pareil, toutes les plateformes d'écoute. Donc vous choisissez la vôtre et vous me trouverez, c'est le podcast Maman Active au pluriel. Et je suis sur Facebook, toujours pareil, Maman Active au pluriel. Et je vous invite à nous rejoindre aussi sur notre groupe privé Maman Active. Voilà. Merci. Christophe? Et ben moi aussi, un leadership holistique sur toutes les plateformes, sur YouTube, la chaîne Leadership Holistique, et sur mon site leadershipholistique.com. Bon, tout attaché. Voilà. Et fait voyager votre entreprise, effectivement, sur toutes les plateformes, mais surtout sur YouTube, puisque vous pouvez mettre des commentaires et on peut discuter. Hey, j'adore jaser, c'est pour ça qu'on est en carnaval, pour être capable de raconter nos histoires. Merci beaucoup tout le monde. Merci aux auditeurs, d'avoir, écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir partagé les amis. Puis, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye Merci. bye. Merci. Bye. Au revoir. Merci.